Aux États-Unis, l'inflation repart à la hausse dans un contexte marqué par les décisions économiques parfois qualifiées d'erratiques de Donald Trump. Bonjour Pierre Sabatier. Bonjour. Vous êtes président de PrimeView et de l'OREP. Un mot de l'inflation américaine, plus 3,8% en avril, au-dessus des prévisions, tiré par l'énergie à plus 17,9%. C'est une mauvaise surprise ou est-ce que les marchés l'avaient anticipé ? Tout ça est déjà dans les prix, hein. C'est simplement la conséquence. Vous savez, dans le concept de l'inflation, c'est les conséquences du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Donc pas de surprise, les attentes étaient de 3,7%, c'est 3,8%. Tout ça, c'est l'épaisseur du trait. D'ailleurs, on sera probablement amené à réviser tout ça dans un temps un peu plus lointain. Donc globalement, il n'y a pas de surprise. La vraie question, c'est est-ce que l'inflation des coûts de production actuels, qui sont les conséquences du conflit qu'on vient d'évoquer, vont se transmettre avec une forme d'inflation de second tour qui serait susceptible en fait d'entraîner les salaires vers le haut et donc pour le coup de nous faire rentrer dans un moment d'inflation durable. C'est clairement pas du tout notre scénario et je pense qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si les prix de l'énergie restent élevés pendant longtemps, la conséquence elle sera beaucoup plus récessionniste qu'inflationniste, à savoir que, j'aime bien donner cet exemple, parce que ça parle aux gens, si les prix du carburant sont trop élevés aujourd'hui, les ménages n'ont pas les moyens de ne pas compenser cette hausse des prix du carburant par le fait de partir, par exemple, lorsqu'ils partaient 10 jours en vacances, partir que 9 jours. Et lorsqu'on parle que 9 jours en vacances, eh bien c'est simple, hein, ça fait une journée de moins où on va au restaurant, une journée de moins où on loue son appartement. Et donc concrètement, l'inflation microéconomique qu'on voit sur les prix de l'énergie et les coûts de production, on va dire industriels, aura comme conséquence une altération du volume de vente d'autres activités du type service et ça créera de la déflation dans d'autres services d'activité. Donc il y a très très peu de chances selon nous aujourd'hui. Les ménages n'ont pas les moyens de supporter en fait véritablement des prix plus élevés sans altérer leur comportement de consommation. Donc c'est la raison pour laquelle on ne pense pas qu'on soit rentré dans une inflation durable susceptible de changer la donne, notamment en termes de politique monétaire. Dans quelle mesure est-ce que la politique de Donald Trump, enlisée dans le conflit en Iran, joue un rôle dans cette dynamique ? C'est même l'origine. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est la seule origine, parce que concrètement, il faut avoir en tête que l'économie mondiale ralentit. Elle ralentissait, conséquence aussi en fait d'un phénomène de restriction des politiques monétaires qui ont été implémentées de 2022, on va dire, jusqu'à 2024. Donc la machine ralentissait, le véhicule ralentissait naturellement. Donc lorsque le véhicule ralentit, ça veut dire que concrètement, la demande mondiale avait tendance à progressivement en fait ralentir. Donc naturellement, lorsque la demande ralentit, vous savez, les prix, c'est toujours le rapport entre l'offre et la demande. S'il n'y avait pas un choc d'offre, la demande aujourd'hui, elle ne caracole pas, donc elle n'aurait pas du tout entraîné en fait les prix à la hausse et l'inflation aurait continué finalement de tendre vers leur niveau qui étaient les leurs en fait des années 2010. C'est-à-dire que beaucoup de gens il y a 2-3 ans disaient qu'on est sorti en fait de l'inflation ténue pour rentrer dans un monde dans lequel il y aurait beaucoup plus d'inflation. La réalité, c'est que jusqu'au conflit entre l'Iran et les États-Unis, l'inflation était en train de rentrer dans le rang progressivement. C'est simplement la nature qui l'explique. Tout simplement, lorsque la demande ralentit, eh bien, il n'y a pas de raison pour que le rapport entre l'offre et la demande entraîne les prix vers le haut. Donc, la totalité du mouvement actuel n'est que la conséquence de ce conflit, c'est le choc d'offre, c'est-à-dire que la mise sous pression de l'offre aujourd'hui énergétique qui entraîne les prix vers le haut, mais en rien pour nous, c'est susceptible pour le coup de nous entraîner dans un moment où l'inflation pourrait être durable. Concrètement, plus les prix de l'énergie resteront hauts, plus ça entraînera un ralentissement prononcé de l'économie mondiale et au premier chef l'économie européenne et peut-être même les économies asiatiques derrière, puisqu'il faut avoir en tête que le seul acteur finalement qui profite de prix du pétrole élevé, c'est qui? Comme d'habitude, les États-Unis, qui aujourd'hui sont exportateurs nets de pétrole. Donc un prix élevé, évidemment, va un peu amputer en termes de croissance et poser des problèmes politiques à Donald Trump, mais par ailleurs, la perte d'un côté sera compensée parce que les producteurs de pétrole, eux, vont encaisser et engranger des profits qui seront plus élevés. Donc là, le bonheur des uns, enfin le malheur des uns fait le bonheur des autres et au final, celui qui gagne, c'est souvent les États-Unis. Est-ce que ces chiffres d'inflation ferment la porte à une baisse des taux de la Fed ? La réponse est non. Alors en jouant peut-être, mais là encore, prenons un tout petit peu de hauteur. Oui, ça retarde peut-être, on va dire, la séquence de baisse des taux aux États-Unis, mais pour nous, en fait, ça ne fait que la retarder de quelques mois. Et je dirais que plus cette inflation persistera, plus elle entraînera un ralentissement prononcé des États-Unis,
plus ça poussera la Banque centrale à accompagner le mouvement en baissant ses taux directeurs. Aujourd'hui, en fait, ils sont à 3,75. Alors, je rappelle tout de même qu'ils étaient à 5,5 il y a quelques temps. Hein. Donc, on est déjà, en fait, encaissé, on va dire, une première salve de baisse des taux. Pour nous, le bon niveau de taux actuel, il tournera autour de 3%, peut-être même un peu en deçà. Hein. Donc on est globalement entre 2,5 et 3% à horizon fin d'année. Donc pour nous, en fait, la Banque centrale américaine, encore plus sous la présidence de Kevin Warsh qui va arriver et prendre le relais de Jérôme Powell, s'il en a les moyens, entraîneront en fait les taux directeurs vers le bas. Peut-être qu'au mois de juin, il y aura, pour des raisons en fait, vraiment de conséquences du conflit à court terme, mais ça ne sera que repousser en fait l'échéance de la baisse des taux, pour une raison simple. Les États-Unis aujourd'hui affichent des niveaux de croissance intéressants, mais ils ne sont dus qu'à une seule chose, les investissements dans l'intelligence artificielle. Tout le reste de l'économie américaine tourne au ralenti. Et ça, la Banque centrale américaine le sait. Vous savez qu'elle a un objectif, pas seulement de croissance, mais aussi en fait de plein emploi, et aujourd'hui le marché de l'emploi aux États-Unis a tendance à indiquer un ralentissement assez prononcé d'une grande partie de l'économie traditionnelle aux US, et la seule qui continue de tirer vers le haut, on va dire, l'économie américaine, c'est l'intelligence artificielle. Vous savez, la Banque centrale, elle ne pilote pas que pour les 5 boîtes qui font l'intelligence artificielle, elle pilote aussi à travers le bon fonctionnement des millions de boîtes en fait, qui, elles, sont aujourd'hui en difficulté aux US. Vous êtes plutôt sur un scénario de consolidation ou de poursuite de la hausse des marchés américains ? Alors sur les marchés actions, c'est délicat, mais aujourd'hui je ne pense pas qu'on puisse aller à l'encontre du mouvement actuel. Hein. Beaucoup de gens parlent de la cherté des marchés. Nous, vous savez, enfin, ça fait bien longtemps en fait, qu'on l'exprime, que le niveau de cherté des marchés actions, c'est un niveau d'altitude. Ça nous indique l'altitude des marchés, mais ça ne nous indique pas du tout le fait qu'on soit trop haut. En tout cas, le moment à partir duquel en fait, on risque de dégringoler. Et donc aujourd'hui, il faut être concret. On sort de la saison de publication de résultats aux États-Unis du premier trimestre. Elle était extraordinaire, une nouvelle fois, j'ai presque envie de dire. Toujours entretenu ce mouvement positif par les mêmes, qui affichent des croissances bénéficiaires colossales. Donc quand les gens disent les marchés sont chers et déconnectés de la réalité, j'aurais presque envie de dire c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acteurs qui tirent les marchés actions américains sont toujours les mêmes, et ils le tirent tout simplement parce qu'il y a une réalité microéconomique derrière. Les croissances bénéficiaires encaissées par ces acteurs-là entraînent la réussite aujourd'hui sur les marchés financiers. Ce qui fait que, évidemment, tout ça n'est pas dénué de risques. Et ça interrogera à terme sur est-ce que les investissements en fait, qui sont faits dans des proportions colossales, 700 milliards quand même de dollars cette année qui seront investis par quelques boîtes aux États-Unis dans l'intelligence artificielle, est-ce que tous ces investissements à terme seront rentables? Mais à aujourd'hui, on est dans le moment où cette thématique continue de perdurer et surtout ne déçoit pas. Et dans ce cadre-là, en fait, il faut rester finalement exposé aux marchés actions américains qui certes sont élevés, mais ne font que traduire la puissance aujourd'hui sur la ligne de départ. Les boîtes américaines sont largement devant les autres et continuent d'en bénéficier. Même si la taille du gâteau à se partager n'augmente pas, concrètement, leur capacité à capter une part de plus en plus importante du gâteau fait que ça continue d'écrire la belle histoire de ces valeurs. Alors Donald Trump est en route pour Pékin pour 2 jours de sommet avec le président chinois, dans un contexte où le détroit d'Ormuz reste évidemment sous tension. C'est une vraie fenêtre de négociation pour vous, ou alors c'est un peu du théâtre diplomatique? La réponse est dans la question. Tout va bien se passer. Il y aura des belles annonces parce qu'on a 2 grands communicants en vérité. Alors sur des styles totalement différents, mais 2 grands communicants. Un showman qui va revenir avec dans le panier de la mariée en fait tout un tas de contrats. Vous avez vu d'ailleurs qu'il n'est pas parti tout seul. Il y a toute une escouade de grands patrons, Apple, Nvidia qui est venu en fait au dernier moment et qui est monté dans l'avion en Alaska je crois. Voilà, Boeing. Donc il va revenir avec un lot de satisfaits qu'il pourra montrer à la population. De l'autre côté, Xi Jinping était aussi un extraordinaire communicant sur un style totalement différent, donc va rester sur ses postures relativement traditionnelles. On peut aboutir avec une prolongation de la trêve commerciale qui avait été entérinée fin octobre, mais il ne faut pas être dupe. Se joue aujourd'hui à travers ces 2 mastodontes et c'est un peu triste pour l'Europe qui voit un peu les balles passer. Vous savez, quand au tennis, voilà, donc on regarde les balles passer d'un joueur à l'autre. Mais concrètement, en fait, se joue aujourd'hui le leadership international. Les États-Unis sont clairement en position de leadership encore, même si les difficultés rencontrées au détroit d'Ormuz, la radicalité, dans notamment sa communication de Donald Trump, peut parfois interroger. Mais la réalité, c'est que se joue l'hégémonie mondiale des années à venir et que pour le coup, on est bien face à 2 grands concurrents qui ne redeviendront pas partenaires. Donc là, on va avoir une séquence de com. Voilà, tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien. Ça se passera bien. Je rappelle que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de président américain qui était allé en Chine depuis 2017. Donc, voilà, donc le cérémonial va être bien orchestré. Les Chinois sont polis d'ailleurs, vous savez, donc, notamment ils sont assez bons dans le cérémonial, dans le protocole, c'est comme ça qu'on l'appelle.
rappelle. Donc on ne va pas avoir de grandes nouvelles, si ce n'est probablement la prolongation. En fait, les vrais sujets de débat, c'est est-ce que la Chine va rentrer dans le rang pour aider les États-Unis à faire plier Téhéran et l'Iran d'un côté. Je pense que dans la balance, il y aura un sujet de Taïwan, du coup. Je pense que si les Américains veulent que la Chine fasse pression pour que l'Iran cède sur un certain nombre de sujets qui seraient favorables aux États-Unis, il faudra que les États-Unis fassent un pas sur Taïwan. Ça, c'est pas gagné. Oui. Donc, autant sur le front commercial, on peut avoir finalement la prolongation de la trêve déjà orchestrée, autant sur les aspects purement géopolitiques, je vois pas vrai. Enfin, c'est un vrai sujet. Alors attention, Donald Trump a déjà donné des gages. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui en fait, des contrats qui, en gros, la livraison d'armes qui devait être faite à Taïwan de la part des États-Unis a été mise sous pause. Ça, clairement, c'est dans la négociation une carotte qu'on donne à son concurrent pour pouvoir en fait, qu'il vous cède ou rétrocède un certain nombre d'autres actions. Donc c'est peut-être la seule vraie question. Est-ce que la Chine va rentrer dans le rang, va rentrer dans le jeu, des négociations avec l'Iran et pousser en fait l'Iran en fait à plier. Parce qu'il y a la question du pétrole, l'Iran continue d'écouler a priori son pétrole. Bien sûr. Vers la Chine, souvent via des circuits un petit peu opaques. Oui, alors opaque, pétrole, oui. Américaine. Oui. Est-ce que Trump peut vraiment demander à Pékin de fermer ce robinet ? Non, on n'y croit pas. Non, c'est pas comme ça que ça va jouer. C'est-à-dire que pour une raison simple, c'est que pour le coup, autant la Chine avait très bien préparé, parce que là aussi, ils sont dans un temps long, donc avait des réserves stratégiques en termes de pétrole de manière colossale, autant pour autant, elles ne sont pas infinies. Et à un moment donné, il va falloir quand même, elle ne peut pas se permettre de complètement assécher les tuyaux qui l'alimentent. Donc clairement, mais c'est vraiment de la géopolitique. On est face à deux blocs qui s'organisent de manière quasi autonome. Les États-Unis sont un peu en avance sur ce plan, pas vraiment la Chine. Alors elle avait des grosses réserves, mais elle ne peut pas se passer aujourd'hui ni de l'approvisionnement de l'Iran, ni de l'approvisionnement notamment de la Russie. Et donc elle a réorganisé ses filières d'approvisionnement pour pouvoir en fait continuer en fait à avancer. Je rappelle quand même que ça reste l'atelier du monde, la Chine, et qu'elle a absolument besoin tout de même d'énergie, même si son mix énergétique est aujourd'hui beaucoup encore alimenté par le charbon, elle a quand même besoin de pétrole, et donc ça nous étonnerait fort que les tuyaux s'assèchent. D'ailleurs, sachez tout de même que les États-Unis avaient instauré des sanctions et prévenu en fait la Chine qu'il fallait arrêter de raffiner du pétrole en provenance d'Iran. Et en gros, les gouvernants chinois ont dit dont acte, on s'en fiche, on continue. Est-ce que le président chinois est en position de force relative face à un Trump sous pression avec l'approche des midterms ? Alors, je ne crois pas. En vérité, je crois qu'en fait, on surjoue tout ça. Vraiment pour des questions d'ordre moral. Je ne dis pas qu'on doit souscrire en fait, à la politique erratique de Trump, mais pour autant, il ne faut pas sous-estimer la puissance en fait, de la première puissance économique mondiale. Aujourd'hui, ayez tout de même en tête. Quand on parle de rapport de force, on parle forcément un peu de militaire à un moment donné. C'est 950 milliards d'un côté contre 330 milliards de l'autre. La Chine est une grande puissance évidemment, mais reste la deuxième. Et sur le front militaire, 950 milliards d'investissements dans la défense annuelle aux États-Unis contre 330 de l'autre côté. Une économie qui dépasse les 30 000 milliards aux États-Unis contre une économie qui atteint, c'est déjà beau, 18 000 milliards donc côté chinois. Un PIB par habitant, une richesse créée par habitant qui est 3 fois plus élevée aux États-Unis qu'en Chine. Il faut bien avoir en tête que les Chinois vivent une séquence extraordinaire depuis 25 ans, mais restent encore en fait dans un second rang par rapport aux États-Unis. Donc il ne faut pas surjouer tout ça. Et attention, vous savez que là c'est un peu un jeu de dupes. Pour l'instant, les Chinois ont besoin des puces fabriquées aux États-Unis, donc ça les tient. Et de l'autre côté, les Américains ont besoin des terres rares, on va dire, produites et raffinées notamment en Chine. Et soyez bien consciente que ça ne durera qu'un temps, parce que les deux pôles aujourd'hui sont en train de s'organiser pour sécuriser ces approvisionnements à terme. Alors ça a mis un peu de temps, c'est pour ça que là on est un peu dans un jeu où tout le monde a intérêt de calmer le jeu, et c'est pour ça qu'on parle de la poursuite de la trêve commerciale, parce que ni l'un ni l'autre n'en a vraiment les moyens pour le coup d'aller plus loin, mais le jour où ça sera le cas, on rentrera probablement avec une confrontation plus frontale, et je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer en fait, la puissance des États-Unis en dépit en fait, du caractère très particulier de son président actuel. Alors dans ce contexte, comment est-ce que vous orientez votre allocation énergie, défensive, technologie? Où est-ce que vous voyez de la valeur? Alors, vous avez un peu tout dit, mais là c'est pas très compliqué. Donc, le premier point de tout à l'heure est peut-être le plus important. C'est-à-dire que la vraie thématique sous-jacente au marché, c'est pas la défense, c'est pas l'énergie. La vérité, c'est que c'est purement l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est pas qu'américain. Donc, tous les acteurs en fait, qui en bénéficient risquent de continuer en fait, d'en bénéficier. Je rappelle d'ailleurs que parmi les marchés qui ont très bien fonctionné, l'indice de coréen, pour le coup, a très bien fonctionné. Pourquoi? Parce que là aussi, en fait, c'est la thématique intelligence artificielle. C'est pareil sur le Japon. Tous les indices
toute la thématique IA a entraîné les marchés vers le haut. C'est une thématique qui risque de perdurer. Et je vais même vous donner le signal à partir duquel il faudra probablement là la déboucler. Le vrai risque, c'est s'il y a vraiment, à un moment donné, un potentiel changement de règle du jeu. Si vous avez des politiques, un président américain, un président coréen, comme ça a été en fait expliqué, voilà, qui dit là vous gagnez trop d'argent, il va falloir partager. Eh bien ça, ce type de changement de règle du jeu serait susceptible de remettre en question les modèles économiques des boîtes qui tirent vers le haut tous ces marchés. Et là, ça pourrait faire mal. Mais aujourd'hui, c'est clairement pas le cas. Il n'y a pas de discours en fait et une probabilité relativement faible de changement de règle du jeu. Donc il faut continuer à jouer cette thématique. La thématique de la défense, elle est structurelle. La thématique de l'énergie, elle est clairement conjoncturelle, puisque si jamais, alors même si on dit que les prix du pétrole resteront parce que le détroit d'Ormuz, même s'il se rouvre demain, il y aura des problématiques en fait de remise en place, on va dire, des structures d'approvisionnement au niveau de l'économie mondiale. Mais il n'empêche que ça, c'est très cyclique. On pourrait jouer la thématique de l'énergie si on était face à une demande qui explosait, si l'augmentation des prix était vraiment la conséquence d'une demande qui augmente. Là, ce n'est pas le cas. C'est donc, si demain le conflit en Iran en fait, se règle, il ne faudra plus jouer en fait, l'énergie. Donc il y a plutôt deux thématiques structurelles. L'intelligence artificielle, parce qu'on ne peut pas aller contre le vent, donc, pour le moment. Et la deuxième, c'est la défense qui traduit en fait, grosso modo, une tension au niveau géopolitique mondial probablement qui ne désescaladera pas en fait, dans les années à venir. Merci beaucoup Pierre. Explication signée Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'OREP. Bonne journée. Merci.